Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux. C'est formidable. Si vous voulez vous approchez, comme ça on pourra échanger plus facilement. En tout cas, vous nous entendrez bien. On est là pour vous présenter aujourd'hui construire sa stratégie bas carbone. Donc je suis Jean-Baptiste Tissier, je suis le directeur associé de Ma Grande Forêt. Et je suis Benjamin Vigneault, je suis cofondateur de Taycare. Voilà. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter comment, dans un écosystème d'entreprise, on peut agir et interagir ensemble sur une problématique qui nous concerne tous, à savoir la trajectoire bas carbone de nos entreprises, de notre pays et de manière un peu plus globale aussi. Donc on va vous présenter ça, comment on mesure, comment on peut contribuer et réduire sur cette stratégie-là. Déjà, pourquoi mettre en place une stratégie bas carbone? La raison principale, vous le savez tous, c'est l'urgence climatique dans laquelle on est aujourd'hui. Donc c'est un des défis du siècle qui attend notre société, a fortiori notre société occidentale. Et du coup, en fait, tout le monde s'engage maintenant sur le sujet du carbone, que ce soit depuis quelques années avec la COP21 qui a eu lieu à Paris en 2015 pour limiter la hausse des températures à 2 degrés d'ici 2100, que ce soit au niveau européen qui a revu du coup aussi sa trajectoire carbone avec l'ambition de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ou que ce soit la France du coup qui a écrit sa stratégie nationale bas carbone, on y reviendra tout à l'heure, pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc ça devient stratégique pour les entreprises, parce qu'aujourd'hui pour une entreprise, bien sûr ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend aussi de ses donneurs d'ordre, de ses clients, mais potentiellement c'est où ça sera bientôt de ne pas respecter le cadre légal, c'est rester dépendant aux énergies fossiles. Potentiellement, c'est perdre des clients. Ça, c'est quand même une douleur qui est forte pour un entrepreneur quand un donneur d'ordre, une collectivité par exemple, qui demande les émissions de CO2 à une entreprise du bâtiment, que ce soit une entreprise de l'alimentaire qui demande à tous ses fournisseurs, à ses 25 000 fournisseurs, de communiquer sur les émissions de CO2. Du coup, bien sûr, ils ne mettent pas le pistolet sur la tempe, mais si on ne le fait pas, ils disent une fois, deux fois, trois fois, et puis on peut perdre la préférence par rapport aux concurrents. C'est aussi rater des financements, parce que du coup il y a des financements au niveau français mais aussi européen sur le carbone, un déficit d'image, ou alors aussi des problématiques RH. Derrière le mot problématique RH, c'est l'attractivité, la capacité d'une entreprise à recruter des talents, mais aussi à les fidéliser, parce que le carbone c'est un sujet citoyen, et de l'intégrer à la stratégie d'une entreprise, ça réconcilie aussi le citoyen avec le professionnel. Du coup, c'est de nouvelles compétences à acquérir pour les entreprises de s'occuper du carbone. Les grosses entreprises, les multinationales, elles ont les moyens d'avoir des carbone managers, des énergie managers qui vont s'occuper de ces sujets-là, mais dans une structure de 10-20 salariés où il n'y a pas forcément de responsable environnement, de responsable HSE, la compétence, les entrepreneurs ou même les responsables HSE ne l'ont pas forcément sur ce sujet-là. J'aime bien la comparaison avec le domaine du recyclage ou du gaspillage. Il y a quelques années, tout le monde s'est mis à en parler. Maintenant, c'est plutôt une compétence qui est intégrée dans les entreprises. Le carbone, c'est pas encore le cas. Donc du coup, l'objectif de la conférence avec Jean-Baptiste, c'est donner quelques tips, quelques conseils sur justement comment mettre en place une trajectoire bas carbone. Si vous êtes parmi vous, il y a des experts du bilan carbone, peut-être qu'ils apprendront pas grand-chose, mais si vous êtes des personnes qui êtes sensibles ou qui vous voulez vous sensibiliser, c'est l'objectif de la conférence, c'est que voilà, donner un peu la ligne conductrice d'une trajectoire bas carbone, et avec Jean-Baptiste aussi les solutions de contribution, les projets de contribution qu'il peut y avoir. Donc du coup, pour mettre en place une stratégie bas carbone, il va y avoir 3 étapes. La partie mesure pour créer le socle, une année de référence. La partie réduction, c'est quand même le but, c'est quand même l'objectif. Et puis la partie contribution. Donc concernant la mesure, donc avec, je vais passer juste un peu vite. Donc avec Taycare, on développe une solution de réduction carbone clé en main qui se veut fiable, simple et globale, pour justement aider cette montée en compétences et mettre le pied à l'étrier des entreprises. Donc pour faire ça, on a, hop, j'appuie trop vite à chaque fois, excusez-moi. On a une plateforme web qui permet justement de simplifier l'expérience du bilan carbone,
qui est un outil, je vais y revenir après, qui existe depuis un certain nombre d'années, mais qui est un tableur Excel de 31 onglets et qui est pour une personne qui n'est pas avertie, qui est assez complexe à prendre en main, et pour pouvoir changer finalement l'utilisation et démocratiser le bilan carbone, vraiment en faire un outil qui soit simple à intégrer à la stratégie de l'entreprise. Quand on parle bilan carbone, il faut savoir que c'est une marque déposée, le bilan carbone, qui est déposé par l'ADEME, c'est l'association bilan carbone qui le gère. Donc derrière le mot bilan carbone, il y a une méthodologie. En tout cas en France, la méthodologie bilan carbone. Du coup, un bilan carbone, il y a 5 étapes en bonne et due forme. Il y a un kick-off ou un lancement, un démarrage. Il y a la phase de collecte. Ensuite, on a la phase de résultat qui finalement est le bilan carbone. On a les résultats, combien de tonnes de CO2 émet mon organisation ou émet mon projet. Mais ensuite, on ne s'arrête pas là, il faut construire la trajectoire bas carbone et puis après, il y a un livrable final. Donc dans le bilan carbone, il y a le bilan, mais il y a aussi la construction de la stratégie et un plan d'action. Voilà. Concernant quelques éléments sur le bilan carbone, vous en avez déjà entendu parler ou peut-être pas, des scopes. On parle souvent des scopes ou périmètres du bilan carbone, 1, 2 ou 3. Donc juste quelques mots. Le scope 1, c'est comme si vous mettiez votre entreprise sous une cloche. Et du coup, c'est les consommations d'énergie fossile, la chaudière à fuel, la chaudière à gaz, les déplacements des véhicules qui sont détenus par l'entreprise, par exemple. Et c'est les fuites aussi de fluides frigorigènes, de la clim. Mais c'est uniquement ça, le scope 1. Le scope 2, c'est uniquement en plus l'électricité. Voilà, pour faire simple. Et en fait, tout le reste, c'est le scope 3. Donc, le scope 1 et 2, il a aussi un nom, on l'appelle le bilan GES réglementaire. Voilà, le bilan de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre réglementaire, c'est scope 1 et 2. Mais à l'intérieur, vous ne retrouverez pas les déplacements de vos salariés, vous ne retrouverez pas les achats, vous ne retrouverez pas les déchets, vous ne retrouverez pas le numérique ou les immobilisations par exemple. Et donc quand on fait du bilan carbone, on parle bien du scope 1, 2 et 3. Du coup, maintenant qu'on a la vision des scopes, en début, pendant le kick-off, le lancement, avec les entreprises ou les entrepreneurs, les responsables RSE, on va faire la cartographie des flux et des activités de la société pour être sûr de rien rater, bien valider le périmètre de collecte, donc d'amont, d'aval vers l'amont, avec tous les achats, tout le fret, les déplacements, le process industriel, le transport et la distribution jusqu'à la fin de vie des produits. Et une fois qu'on a fait ça, là on va pouvoir passer dans la phase de collecte. Et du coup la phase de collecte, c'est la phase qui peut être la plus longue. Parce que du coup, faire un bilan carbone, il faut aller chercher des données, je les ai un peu détaillées, mais vraiment très diverses, sur les factures, sur le fichier d'écriture comptable, il faut questionner les salariés, donc il y a quand même beaucoup de données à aller chercher, et donc du coup, qui sont très hétérogènes et qu'il va falloir normaliser. On va récupérer des euros, des tonnes, des kilowattheures, et on va les normaliser grâce à une base existante qui est un open data, qui est la base ADEME. Du coup, il y a 10 000 facteurs d'émission qui sont associés pour pouvoir traduire tous ces éléments en tonnes équivalent CO2. Ensuite, une fois qu'on a fait la collecte, donc là on a la partie bilan, j'en parlais, où là vous allez avoir les émissions totales de votre activité, combien de tonnes de CO2 j'émets, combien pèse l'énergie, combien pèsent mes achats, et donc du coup vous allez pouvoir commencer à identifier des potentiels de réduction, mais ça va vous donner la photo de vos émissions sur une année de référence. On prend une année complète en général, donc si on le fait là en 2022, ça sera sur 2021. Et donc là on a fait la mesure, puisqu'on est bien dans notre mesurer, réduire et contribuer. Là à ce stade-là on a fait la mesure. Donc maintenant on va pouvoir, ensuite qu'on a ça, qu'on a une base solide pour travailler, on va pouvoir se poser la question de la suite. Donc quelle va être notre stratégie bas carbone, potentiellement pour la mettre en phase avec la stratégie nationale bas carbone. En France, juste pour avoir une idée de quelques chiffres, on émet 420 millions de tonnes de CO2 aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de passer à 80 millions de tonnes de CO2 en 2050, tout en
augmentant nos puits et notre stockage du CO2, Jean-Baptiste du coup en reparlera après, pour qu'on puisse capter le CO2 présent dans l'atmosphère pour arriver finalement à zéro émission nette, donc émettre autant qu'on capte. Donc la route elle est ardue pour faire ça, et pour vous donner une idée, une approche qui est quand même un peu plus abordable et acceptable et intégrable, c'est que ça représente 5% par an. Donc ça veut dire qu'il faut dans l'activité, toute chose égale par ailleurs, je mets de côté la notion de croissance là-dedans, c'est un autre sujet, mais du coup, toute chose égale par ailleurs, ça veut dire qu'il faut réduire de 5% par an nos émissions de CO2. Voilà. Et donc du coup, pour réduire, il y a plusieurs sujets au sein d'une entreprise. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Les principaux sujets selon l'activité, ça va être l'énergie, ça va être la mobilité, mettre en place un plan de mobilité douce, passer sur des énergies renouvelables, ça va être le numérique, comment je fais du numérique responsable, ça va être les achats. Je crois qu'il y avait ce matin ici même du coup une intervention sur les achats responsables et bas carbone, mettre en place une stratégie. En effet, ça fait partie des leviers, ça va être aussi la partie déchets, économie circulaire, et c'est ça qui va permettre de rentrer du coup et de créer sa trajectoire bas carbone. Et du coup là aussi, avec du coup l'outil digital, Tayker accompagne les entreprises pour à la fois construire le plan d'action, mais aussi le mettre en musique selon du coup les items qui ont été retenus. Mais souvent, ça passe réduire, mettre en place le plan d'action, sa stratégie carbone, ça passe par de la sensibilisation des comités de direction, du management, des salariés. Il y a une phase technique. Je citais des exemples, mais voilà, mettre en place une stratégie d'achat responsable ou sur le numérique. Donc on est en relation avec, et on vous met en relation, on a un tiers de confiance avec des bureaux d'études ou des cabinets de conseil qui vont porter finalement la compétence technique. Et puis c'est aussi contribuer, c'est-à-dire j'ai mesuré, j'ai fait ma trajectoire bas carbone en évitant, en réduisant. Et du coup, je vais aussi pouvoir adosser à ça, j'aurai toujours des émissions résiduelles. On ne pourra pas arriver à zéro de toute façon. Et donc, comment je peux mettre en face de ça aussi des projets de contribution, qu'on appelle aussi compensation. C'est un mot qui est plus connu depuis quelques années, qu'on appelle plutôt maintenant contribution. Et je donne la main à Jean-Baptiste. Merci Benjamin. Donc l'idée, c'est à travers le bilan carbone, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire. Ma Grande Forêt, c'est une entreprise à mission, très jeune, qui est émergée de la tête de deux associés qui dirigent un groupe depuis maintenant 20 ans et qui se disaient mais comment nous, avec nos entreprises, on va pouvoir contribuer à cet impact de nos activités, de nos salariés et de nos collaborateurs, et qui n'ont pas forcément trouvé une solution assez pertinente pour pouvoir le faire. Et l'idée, ça a été de dire, regarde, on a une forêt, on sait aujourd'hui que nos forêts permettent de capter le carbone, intéressons-nous à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et comment on va pouvoir le faire. Et au travers de cette réflexion, moi je suis rentré dans l'équipe, j'ai partagé un peu de chemin avec eux, et on est arrivé à créer cette entreprise à mission, à faire partie du comité des entreprises à mission, dont on est très content, à définir notre raison d'être, puisque c'est quelque chose qui est important, surtout quand on parle de RSE. Donc la raison d'être de Ma Grande Forêt, c'est planter et entretenir pour préserver et agrandir les espaces naturels forestiers et s'engager avec les entreprises et les organisations volontaires à protéger nos écosystèmes. Et cette raison d'être, elle vient de la démarche qu'on a aujourd'hui sur laquelle on accompagne aussi nos parrains et les entreprises volontaires sur la RSE. Et la RSE, peut-être vous connaissez, on en entend beaucoup parler, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tous la capacité à définir avec des mots simples. Et il y a une définition qui, moi, me semble intéressante, qui est celle-ci, qui est l'intégration volontaire par l'entreprise des préoccupations sociales, sociétales, environnementales, et on va en parler, de gouvernance à sa stratégie, à sa gestion et aux relations avec ses parties prenantes. Donc la RSE, c'est l'intégration volontaire par l'entreprise des préoccupations sociales, c'est d'abord le respect du droit et aussi aller au-delà. Nos entreprises en RSE, elles ont des parties prenantes. Ces parties prenantes, ce sont les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les autres parties prenantes que sont les actionnaires. Tout ça s'axe autour de l'organisation du management, de ce qu'on appelle la gouvernance. Toutes ces interactions créent un impact local, géographiquement mesuré et mesurable, sur un écosystème économique, système, et bien évidemment sur l'environnement également. Et c'est cette partie-là que Ma Grande Forêt a décidé aujourd'hui de pouvoir agir et de proposer des solutions qui permettent, après avoir fait justement ce bilan carbone, de proposer une solution de captation.
rapidement pour vous parler, puisque ma grande forêt, forcément, comme son nom l'indique, ça va parler de forêt. La forêt en France métropolitaine, c'est 17 millions d'hectares. C'est un des territoires européens qui a un territoire forestier positif, puisque chaque année, on a à peu près 2 millions d'hectares en plus. On a les 3/4 de la forêt qui sont privés, plus de 70% des forêts sont privées. Et donc on sait que les propriétaires aujourd'hui n'ont pas forcément ni la capacité ni la connaissance technique pour pouvoir bien entretenir leur forêt. On entend un peu tout aujourd'hui sur la forêt. C'est aussi un peu l'économique important, parce que c'est presque plus important que l'automobile, puisqu'il y a plus de 450 000 emplois directs autour de la gestion forestière. Et c'est un taux de boisement, comme vous pouvez le voir, qui est réparti de manière assez hétérogène sur le territoire. La forêt, elle nous rend bien des services, bien évidemment. Elle produit du bois pour l'énergie, le chauffage, ça fait quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps. Elle fournit du bois forestier aussi pour les plantes aromatiques, des substances naturelles. La science se nourrit beaucoup et les laboratoires se nourrissent beaucoup des produits de la forêt. Il y a le matériel, bien sûr, pour la construction. C'est aussi des services de régulation. Une forêt, et vous verrez que ce week-end, vous serez très content d'aller vous promener en forêt. Ça a une régulation de température et d'un microclimat local. Quand vous habitez près d'une forêt ou près d'une zone arborée, la température baisse. Et ce que vous allez voir ce week-end, la température peut baisser presque de 15 degrés en fonction de la proximité que vous allez avoir d'arbres et de biodiversité. C'est évidemment du stockage carbone, et c'est ce qui nous intéresse là. C'est la qualité et la disponibilité de l'eau. S'il y a une forêt, c'est qu'il y a de l'eau. Parfois, elle est visible, parfois, elle ne l'est pas. Mais elle a aussi un rôle de filtre. C'est la protection contre les aléas naturels. Quand vous allez sur la plage dans les Landes, la forêt et la végétation retiennent le sable. C'est aussi pour retenir les avalanches en montagne. Bref, ça nous rend bien des services. Et c'est aussi une formation de stabilisation des sols. On sait que plus on arrache des sols, plus les sols deviennent meubles et plus on a un risque d'inondation et de glissement de terrain important. On a eu il n'y a pas très longtemps des très fortes pluies suite à un orage. Et les zones qui ont été touchées sont des zones où on a justement enlevé les arbres et déstabilisé le sol. Mais c'est aussi un service culturel et récréatif. Bien évidemment, ce week-end, on va être content d'aller à la forêt pour avoir un peu plus frais. Mais on y a aussi des activités de promenade, de cueillette, de chasse, de sport pour d'autres. Si on veut faire de l'acrobranche ou n'importe quoi, il faut des arbres. Et c'est aussi un soutien aux activités scientifiques et éducatives, puisqu'on a les observatoires nationalistes, on a l'Observatoire français de la biodiversité, l'ONF qui gère tout ça. Et c'est un patrimoine naturel de nos forêts françaises, dont on peut encore être fier avec certains pays européens qui ne peuvent pas prétendre à autant d'arbres. Mais voilà, dans cette forêt, c'est aussi d'autres choses. Quand on parle à la forêt et quand on vous montre des images, et même les photos que vous allez voir sont des photos de forêt, c'est aussi différentes choses sur notre territoire. C'est des forêts tempérées, des forêts méditerranéennes, de feuillus, de résineux. Ce ne sont pas les mêmes essences d'arbres qui poussent partout. C'est aussi un habitat pour la biodiversité. Les arbres vivants, les arbres morts, les zones humides, les zones rocheuses. Vous avez des cailloux, vous allez en forêt de Fontainebleau, vous pouvez escalader au milieu des arbres, c'est toujours sympathique. C'est des zones de transition et c'est des zones de stockage aussi de bois de coupe pour l'utilisation dont on en a besoin. Et c'est un lieu de protection des espèces d'oiseaux, de reptiles, d'insectes, de champignons et de bactéries et de toutes les plantes qu'on peut y trouver. La forêt, donc, c'est la biodiversité. La diversité, c'est quoi? La biodiversité, c'est la diversité des écosystèmes. Encore une fois, je le disais, une zone rocheuse, une zone humide, une forêt sèche ou autre. C'est une diversité génétique. Vous allez avoir justement, cette biodiversité va vivre grâce à la possibilité d'avoir plusieurs animaux de la même espèce mais qui ont une diversité génétique. Et c'est important aussi de le respecter au niveau des essences des arbres. Et la diversité des espèces qui vivent en cohabitation et en symbiose. Mais aujourd'hui, la forêt est menacée. La forêt est menacée par quoi? Elle est menacée forcément par nos activités, par la façon et la vitesse à laquelle on a besoin d'utiliser cette ressource. Elle est menacée par le changement climatique, avec bien évidemment le réchauffement, mais aussi les crises biotiques, où on va avoir des espèces invasives ou même des microbes et des virus qui touchent les arbres et les plantes qui vont apparaître à certaines zones où avant il n'y avait rien. Et ça va affaiblir les arbres, les forêts vont commencer à dépérir et le changement des paysages forestiers va être important. Vous avez sans doute suivi depuis quelques années les méga feux, que ce soit en Australie ou aux États-Unis. Vous avez la magnifique forêt de Yosemite aux États-Unis. Elle a brûlé une fois, elle a repoussé, elle a brûlé une deuxième fois, elle a repoussé un peu moins, et elle a brûlé 3 fois, 4 fois, 5 fois depuis. Et maintenant, vous avez des endroits entiers dans Yosemite Park où vous avez des champs d'arbres morts où plus rien ne pousse parce que la forêt a été dévastée et elle n'a pas réussi à s'auto-régénérer. Un petit exemple, on parle de réchauffement climatique, on parle de bilan carbone, on parle d'enjeux, on parle de 2035, on parle de 2050. Simplement un arbre assez commun, le hêtre. Aujourd'hui, vous voyez sur la carte de gauche, en vert, là où se trouve le hêtre en France. Si le scénario optimiste de 1,7 degré
qu'on sait déjà qu'on aura du mal à tenir compte tenu de la vitesse à laquelle on n'avance pas sur ces sujets-là. Vous voyez que toute la côte littorale, et c'est exactement la zone de chaleur de la canicule qu'on va voir ce week-end, commence à avoir les hêtres dépérir. Si on est à 2,7, et c'est plutôt vers ça qu'on tend aujourd'hui, eh ben, le hêtre va disparaître une grande partie de la France. Et si on est sur un scénario très très pessimiste, et ben là on n'a plus de hêtre en France. Et c'est un arbre qui pourtant est là depuis des centaines de milliers d'années. Donc voilà, donc, on a l'état de la forêt, on a regardé comment on fonctionnait. Nous aujourd'hui c'est pareil, on se base sur la donnée publique, la donnée qui a été récoltée et proposée par l'ADEME. Nous avons aujourd'hui plusieurs forêts en France, mais une forêt mixte qui contient à la fois des feuillus et des résineux, c'est 4 tonnes de CO2 de captation carbone par an environ. Et on a fait un autre calcul qui est l'impact carbone de l'activité numérique d'un collaborateur, qui est d'environ 400 kg, un petit peu moins. Et donc on a estimé qu'un hectare de forêt pouvait, entre guillemets, contribuer et compenser, si on n'aime vraiment pas trop ce mot-là entre nous, l'activité numérique de 10 salariés dans une entreprise. Et tout ça, je vous parlais de RSE tout à l'heure, ça fait partie de la façon dont on a à pouvoir agir, de pouvoir de communiquer. Quand on est une entreprise de service, au 2e étage d'un building en centre-ville, on peut avoir des difficultés à planter des arbres ou une forêt dans ses bureaux, on peut avoir des difficultés à mettre une ruche ou un lombricompost. C'est des bonnes idées, mais ce n'est pas toujours simple. Donc l'idée de Ma Grande Forêt, c'est de proposer justement de pouvoir, dans le cadre d'une stratégie RSE globale, intégrer la prise en considération des impacts et la valorisation des actions qu'on peut faire pour préserver ces espaces forestiers et de biodiversité. Donc nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de parrainer. Aujourd'hui, en moyenne et en général, un hectare de forêt, c'est 1 millier d'arbres. 1 millier d'arbres, mais c'est aussi tout ce qu'on a décrit un peu plus tôt, sur la biodiversité et les espaces vivants autour. C'est la possibilité pour l'entreprise de voir un entretien transparent des zones forestières. On aime à dire aussi que sur chacune des parrainages, on oblige nos parrains à suivre une formation et un atelier formatif sur les enjeux climatiques, les enjeux de biodiversité et les enjeux de changement et la stratégie RSE, pour que ça ne soit pas simplement le fait de faire un chèque qui nous soulage l'esprit, mais qu'on soit vraiment impliqué dans la démarche. Et pour impliquer dans la démarche, on sensibilise. On accompagne les entreprises avec nos partenaires comme TechCare et autres sur des stratégies RSE, sur la mise en place d'une stratégie avec un CODIR, comment on met en place un comité de pilotage RSE. On peut réaliser bien sûr les fresques, vous avez la fresque du climat qui est là, si vous avez un quart d'heure, allez-y, vous ne l'avez jamais fait, c'est une bonne expérience et on apprend très vite beaucoup de choses. Et c'est aussi bien évidemment des enjeux climatiques, la biodiversité, bientôt aussi le numérique responsable et toute une gamme de formations qui seront intéressantes et qui seront certifiées. Pour certaines font partie d'un parcours certifiant aussi qui sera retenu par Calliope et donc finançable par vos OPCO. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui de vous présenter et de faire ça conjointement, c'était de vous dire que justement quand on parle de RSE, quand on parle de responsabilité collective, c'est que deux entreprises qui n'ont pas forcément à voir. Nous on est à Angers, on intervient sur toute la France, TechCare est à Toulouse. Et on a possibilité justement d'agir en commun sur des thématiques communes où chacun va pouvoir apporter à l'autre son expérience et son expertise. Parce que bien évidemment, si on veut proposer aux entreprises de parrainer et si on a besoin qu'elles puissent elles-mêmes calculer leurs émissions carbone, eh ben, il faut qu'elles puissent passer par des gens en qui nous on a confiance, qui vont pouvoir faire le bilan de carbone et les éléments qui vont pouvoir justement savoir quelles surfaces avons besoin de contribuer pour contribuer à cette neutralité carbone, compenser une partie des activités qu'on n'aura pas pu réduire. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur certaines thématiques ou qu'on revienne sur d'autres sujets. En tout cas, on est à votre disposition. Benjamin est sur le stand E30 et moi je suis avec Alix sur le stand B21 aussi, mais on est là, donc on a un peu de temps si vous voulez qu'on échange et qu'on discute sur tout ça. On est à votre écoute. Bonjour, je suis à Angers à la faculté des sciences et comme tout citoyen je produis du carbone, mais à culpa. En fait, j'habite pas très loin d'un endroit unique à Angers où on a replanté une forêt là. Vous êtes au courant là vers, je sais pas, la Croix là, on appelle ça, le bassin ardoisier. Et je vois pas grand chose pousser, ça prend beaucoup de temps. Vos 1000 arbres, voilà, ça va prendre combien de temps? Enfin, est-ce que c'est pour se donner bonne conscience ou est-ce que c'est, enfin, franchement je taquine hein, mais tout juste en fait
Ou est-ce que c'est vraiment pour compenser carbone dans le sens qu'on va vraiment le faire avec des essences qu'on va choisir, avec si on met du hêtre et que dans... Vous voyez, enfin, je ne sais pas si c'est le bon choix. Enfin, peut-être que le mode d'emploi s'impose, je dirais. Bon. Ouais, tu compléteras Jean-Baptiste, mais juste on l'a vu, la stratégie nationale bas carbone. Et aussi peut-être le prix. Je ne sais pas si on peut en parler. Hein. Ouais. Mais du coup la stratégie nationale bas carbone, il faut réduire par 5 nos émissions et il faut multiplier par 2 les puits de carbone et le stockage du carbone. Donc ça passe par là. Donc déjà ça c'est la première partie de la réponse, c'est que concrètement il faut aussi faire des choses là-dessus. Donc il y a aussi des solutions technologiques qui vont certainement émerger. Il y en a qui émergent pour capter le CO2. Il y a un enjeu là-dessus. Rien ne dit qu'on y arrivera ou dans quelle mesure. Et puis à quel point c'est énergivore aussi de capter du CO2, parce que si c'est pour retomber sur les mêmes problématiques, ça ne changera pas grand-chose. Donc la réponse elle passe en partie par là et je te laisse répondre plus. Et sur la partie forestière, aujourd'hui, on est plusieurs acteurs à travailler. On a nos confrères des coteries qui sont là. On plante des arbres et il faut planter des arbres. Et on a besoin de planter des arbres pour avoir cette ressource qui nous permettra de construire, de chauffer. Mais on a aussi besoin d'avoir des forêts, et des forêts qui sont déjà vivantes, qui captent déjà le carbone, qui sont une zone de biodiversité, qui ne seront pas que des champs d'arbres. Donc nous, le parti pris de Ma Grande Forêt, c'est des forêts françaises uniquement. C'est pas planter des arbres sur des zones qui ne sont pas forcément plantées ou changer la structure du sol, c'est les garder telles qu'elles sont. Quand on achète une forêt, on suit son plan simple de gestion. L'exemple qu'on donne souvent, c'est la forêt qu'on a achetée en Dordogne, elle fait 16 hectares, donc c'est des petits espaces. Hein. Sur ces 16 hectares, il y a 8 ans, il y a 4 hectares qui avaient été plantés en sapinière. On ne va pas arriver pour arracher une sapinière qui est en train de pousser. On laissera le temps au temps, on laissera cette sapinière pousser, elle sera récoltée à un moment ou à un autre, et ensuite, une fois que le temps aura passé, on réhabilitera cet espace de ces 4 hectares dans un système forestier sur lequel on s'appuiera sur nos experts forestiers pour nous dire qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on mélange. Et la partie financière qui est importante, bien évidemment, combien ça coûte de parer un hectare. Nous, on a pris le parti de faire ça sur le temps long, parce qu'une forêt, ça vit longtemps. Donc c'est des parrainages sur 3, 6, 9 ou 12 ans. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ça ne coûte pas plus cher à une entreprise que la location, un leasing de voiture. D'accord ? Donc c'est un loyer mensuel de parrainage. Nous, on vous promet qu'on ne vous rendra jamais d'argent, parce que vous aurez parrainé l'achat de la forêt, l'entretien de la forêt. Le modèle économique, c'est quoi? C'est gagner de l'argent pour acheter plus de forêts, fonctionner et faire en sorte que ces zones soient toujours de plus en plus vastes. Voilà. Donc en tout cas, on vous promet qu'on ne vous rendra jamais d'argent. Mais qu'est-ce qui pourrait être incitatif? Ça va avoir un coût le kilo de carbone, la tonne de carbone. Est-ce qu'on va voir à un moment donné des entreprises devoir payer pour ça, enfin, ou pas, enfin, sans doute faut-il s'y attendre un peu. Le crédit carbone existe depuis quelques temps. On sait aujourd'hui qu'il y a un train législatif européen qui est en train d'arriver. Il y a énormément de choses qui devraient se passer en 2023 pour toutes les entreprises, avec peut-être une obligation de faire son bilan carbone, une obligation en tout cas de publier son rapport extra-financier et donc du coup d'avoir des actions. Donc forcément, en fait, ça va devenir, pour certains et d'un certain point de vue, une charge pour l'entreprise. Après, nous, on aime bien le voir comme plutôt une opportunité d'entreprise de bien faire, de continuer à exister dans le monde dans lequel on vit, tout en mesurant ses impacts et en étant un peu plus responsable. Mais voilà, il faut s'y attendre. Après, sur le crédit carbone en France, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui se passent dans les 5 ans qui viennent. Avez-vous d'autres questions, des remarques ? Non ? Tout va bien, tout est clair pour vous. On a été vite un peu. Mais vite, c'est efficace, et puis du coup, ça laisse le temps pour aller boire un café après. Alors, allez-y, si vous voulez. Pendant très longtemps, j'ai enseigné à mes étudiants le bilan carbone de l'ADEME. Ouais. Et un jour, un collègue, il me dit, mais on ne compte pas la biomasse, là. Dans votre bilan carbone, on ne compte pas la biomasse. Donc, ton arbre de 50 ans, finalement, ça s'est inversé, parce que maintenant, on commence à se dire, finalement, c'est une solution de faire des puits de carbone. Mais on ne comptait pas dans les bilans de l'ADEME la biomasse. Alors là, du coup, si vous l'avez enseigné, une des règles du bilan carbone, c'est qu'on ne soustrait jamais d'émissions. Donc en effet, ça c'est comptabilisé, mais à côté. C'est un chiffre qu'on communique à côté, mais on ne peut pas dire j'ai mis 1000 tonnes de CO2, j'ai planté X arbres, en fait je suis à zéro. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous le savez bien, donc non, en effet on ne peut pas. Par contre, on peut dire 1000 tonnes et je contribue à hauteur de tant de tonnes, ça on peut le dire. Mais nous, on prend le train, on prend la voiture, pas encore électrique. De toute façon, tout le monde n'aura pas de voiture électrique. Il n'y a pas assez de lithium, il n'y aura pas d'hydrogène. Il y a plein de...
ça va se développer, c'est sûr. Mais comment, pratiquement nous, alors, les citoyens, enfin, on a quoi comme guide là, est-ce qu'il faut aller vers, moi par exemple, j'ai une chaudière à gaz, est-ce qu'il faut que j'aille vers une pompe à chaleur? Tiens, c'est une bonne question. Oui, oui, alors... Belle-Beille. Aussi, après les principaux postes souvent qui reviennent pour tout le monde, c'est la voiture, l'avion pour ceux qui le prennent et la viande. Enfin, le bœuf en l'occurrence. 1 kg de bœuf, c'est 20 kg de CO2. 1 kg de poulet ou de canard, c'est 3 kg de CO2. Donc c'est de la viande aussi, mais c'est 7 fois moins émissif. Donc ça, on va dire à titre individuel, mais ça, il faut le regarder. Et après, bien sûr, il y a aussi la manière dont on chauffe nos bâtiments. Si on a une chaudière à gaz, au fioul, on peut se poser la question déjà de passer sur de l'électricité ou sur du granulé. L'électricité étant plus ou moins décarbonée en France avec le nucléaire, ça c'est encore un autre débat. Mais ça, c'est les principaux postes, clairement. On peut très vite diviser par 2 selon d'où on part. Enfin, moi, je l'ai vécu. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, mais j'étais dans le métier que je faisais avant, j'émettais 12 ou 13 tonnes de CO2 par an. La moyenne française, elle est à 10 à peu près. Et aujourd'hui, je suis à 5 ou 6, en faisant à peu près 15 000 encore kilomètres de voiture, 15 000 kilomètres de voiture, pour vous donner une idée. Voilà. Et justement, ça passe par l'enseignement. On a la chance, nous, avec Ma Grande Forêt, d'intervenir dans des écoles. On est aussi membre de la comité des fresqueurs, donc on fait les rentrées climat, on fait des ateliers pour tous ces étudiants-là, et c'est comme ça. En fait, une de nos croyances profondes, c'est plus on saura, plus on pourra faire. Avant, on avait le gage de notre ignorance. Maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas, on ne peut plus dire que la donnée n'est pas disponible. Donc voilà, maintenant qu'on sait, à nous d'agir en tant que citoyens, en tant que collaborateurs, en tant que chefs d'entreprise. Nos politiques aussi ont ce rôle-là. Et on a... en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois, un pays qui est quand même très en avance sur les réglementations. Et voilà, la voiture thermique, ça va s'arrêter en Europe en 2035. On ne peut plus aujourd'hui vendre et commercialiser de chaudières à mazout. Voilà. Donc le monde avance. Les solutions, elles ne seront pas idéales. On n'arrivera pas à faire une bascule du jour au lendemain. L'idée, c'est de commencer maintenant, parce que plus on va attendre, plus la marche va être difficile et plus elle va être radicale pour les changements de vie que ça va obliger. Donc, quand on commence à changer de vie, on l'a un peu tous fait si on est un peu dans ce métier-là et si on est là aujourd'hui, on a commencé à faire des choses. On arrive à vivre convenablement, à éduquer nos enfants, à utiliser un ordinateur, un micro, etc., en se disant qu'on va pouvoir quand même faire des choses un petit peu différentes à côté et faire en sorte que si tout le monde réduit déjà de moitié, même s'il faut diviser par 5, eh ben on aura déjà fait la moitié, quoi. Donc c'est pas mal. Merci beaucoup. Ils sont là encore une demi-heure, donc faut les occuper. Hein. Après, on est là si vous voulez, et puis sinon, il n'y a pas de souci. Vous avez des stands? Oui, on a les stands E30 et B21. Si vous voulez venir nous voir, voilà, on n'est pas tout à fait à côté, mais on sera ravis de répondre à vos questions, de vous renseigner davantage sur ce qu'on fait, comment on le fait. Et puis, on est aussi très volontaire d'enrichir notre écosystème. Hein. Voilà, bilan carbone, contribution carbone, formation. On a aussi besoin, nous, de promouvoir les bonnes actions avec les entreprises qu'on accompagne, qui nous disent « Oui, mais alors moi, comment je fais pour mes transports? Comment je fais pour mes stockages ?» Bref, on a tous intérêt à travailler ensemble et à valoriser les actions communes. Merci en tout cas de votre écoute et puis au plaisir d'un prochain échange.